Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. C'est le tour de l'ami Luc Laliberté, évidemment, qui nous parle d'une journée très chaude et occupée à la Maison-Blanche aujourd'hui. 2 passages, on en parlait hier, c'est maintenant chose faite. Luc Laliberté, qu'est-ce qui en ressort? Voilà, 3 choses, en fait, qui ont occupé Donald Trump. J'en ajouterais même une 4e. Sam Altman et Jensen Huang de NVIDIA sont aussi à Washington. Mais revenons aux 2 premières visites, parce qu'elles se sont déroulées la même journée que les funérailles de Lindsey Graham, auxquelles Zelensky, Netanyahou et Donald Trump assistaient. Donc, que ressort-il de ça? Si on tente de faire court, vraiment bref dans notre résumé, le ton était là. Tout le monde est sorti, semble-t-il, satisfait, mais nous avons très peu de choses, voire rien, sur le contenu. Pour ce qui est de Volodymyr Zelensky, donc, il a quitté, lui, se disant satisfait d'une rencontre qui a duré au moins 1 heure, et on l'avait déjà mentionné, donc il est dans une position plus enviable qu'il ne l'était il y a quelques mois. Il devait attendre avec impatience ce qui allait ressortir ou ce qu'on allait lui apprendre de la rencontre avec Benjamin Netanyahou, entre Trump et Netanyahou, parce que les 2 dossiers, aussi distincts puissent-ils être, partagent quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'on soit Israël ou qu'on soit l'Ukraine, on est fourni ou alimenté directement ou indirectement en munitions, en armes, en missiles, par les Américains. Donc, ce qu'on va donner à un peut être enlevé à l'autre, ou ce qu'on dépense en Iran actuellement, donc dans des négociations qui semblent être peut-être pas au point mort, mais pas loin. Donc, ce qu'on dépense en Iran pourrait ne pas aller à l'Ukraine ou encore en Israël. Ouais. Du côté de Benjamin Netanyahou, c'est encore une fois étonnant, c'est le ton. Il n'était pas radieux, mais pas loin. Drôlement satisfait. Drôlement satisfait parce qu'on a joué sur le fait que les 2 hommes s'étaient parlé, qu'il y avait eu rapprochement. Et après les événements, les frasques ou les déclarations des derniers mois, pour Netanyahou en soi, si on pense qu'il retourne chez lui et qu'il est en élection et qu'il doit vendre tout ça à sa population au moment où presque où on va voter, de dire qu'on a rétabli les ponts, que ce fut une rencontre somme toute enrichissante et porteuse avec le président, c'est un angle favorable. Mais si on retourne du côté américain, puis du côté de la Maison-Blanche, on ne semble pas avoir changé beaucoup de choses dans ce qu'on avait dit auparavant à Benjamin Netanyahou, en termes d'engagement, bien sûr, pas en termes de ton. Mais donc, on peut dire 2 rencontres sans vraiment, en tout cas de ce qu'on en sait, à moins que ce soit sorti depuis qu'on a commencé à parler. Mais jusqu'à maintenant, en termes de contenu, très peu de choses. Sur le ton, c'était plus convivial, c'était respectueux. Et on en est ressorti finalement en ne faisant pas de vagues ou en tenant un discours qui est essentiellement positif. Ouais. Je suis quand même un peu étonné. Les dernières fois que les 2 hommes se sont présentés à Washington, il y a eu l'espèce de petit... comme la petite pièce de théâtre là, avec tout l'entourage, là, puis on se rappellera évidemment cette scène un peu infâme là, avec Zelensky. Est-ce que c'est fini cette époque là, de la tragicomédie là, avec tout le monde qui attaque et rigole autour d'un leader étranger? Où est passé le théâtre dans le bureau ovale, Luc? Voilà, parce que du théâtre, on en fait encore énormément à la Maison-Blanche dans un grand nombre de dossiers. Mais on dirait que cette petite oui. Scénette là, à laquelle on avait le droit, elle est moins fréquente, on va dire. Ben voilà, c'est un des signes. En l'absence d'engagement formel sur papier de choses qu'on peut partager, qu'il a été reçu aussi longtemps et qu'au sortir de cette rencontre, d'un côté comme de l'autre, il n'y ait pas eu de grands écarts, sinon de dire qu'on était optimiste, ça confirme que la situation a changé pour l'Ukraine. L'Ukraine a développé également certains moyens à partir de moyens qui étaient justement limités. Je pense aux drones, je pense à des systèmes antidéfense. Donc, l'Ukraine n'est plus dans la même situation. Ça demeure une situation difficile. On a besoin de ce que les Européens ont à offrir, ou l'OTAN indirectement. On a besoin de ce que les Américains ont à offrir, mais on est beaucoup plus stable qu'on ne l'était au moment où Volodymyr Zelensky avait été littéralement humilié lors de cette première rencontre après la réélection de Donald Trump. Puis on l'a bien vu aussi du côté d'Israël.
la donne a changé. Donald Trump était copain, très complice avec Benjamin Netanyahou. Puis on a vu dans les dernières semaines que le ton avait monté, que Trump était débarqué du train, si on suppose que c'est Netanyahou qui menait le train vers l'Iran, et qu'on est revenu à un dialogue où le président américain exige plus à court terme, ou encore qu'il regrette parce qu'il ne parvient pas à sortir de là. Mais on s'est parlé. Je répète, c'est le ton essentiellement, la posture qu'on doit retenir. Pour ce qui est des détails, on devra attendre en supposant qu'il y en aura éventuellement. Sinon, tu le disais d'entrée de jeu, il y avait d'autres visiteurs aujourd'hui à Washington et dans un tout autre registre. Pas des gens pour qui ça va beaucoup mieux. Ceci dit, on assiste depuis quelques jours, les Américains appellent ça un sell-off, hein, c'est-à-dire là, c'est vraiment une vente presque de feu. On a vu une chute assez vertigineuse du titre de Nvidia, en fait de tout le secteur des semi-conducteurs. Bon, rapidement, là, il y a une entreprise chinoise qui aurait mis au point là, des machines capables de produire. Encore une fois, ça reste un peu de la rumeur, là, mais des microprocesseurs, des semi-conducteurs de très haute qualité. Qu'est-ce que ces deux hommes, Sam Altman et Jensen Huang, voulaient demander ou qu'est-ce qu'ils avaient à dire au président aujourd'hui? Et j'aime bien que tu lances le sujet, que tu mettes la table comme tu viens de le faire, parce qu'il y a énormément de choses qui préoccupent les deux hommes, Altman et Huang. Dans un premier temps, ils sont là à Washington pour des motifs officiels, c'est-à-dire que dans un test de sécurité, donc on est parvenu du côté d'OpenAI et ça se serait produit de manière autonome avec l'intelligence artificielle à percer donc la sécurité de Hugging Face. Donc, on est parvenu sur cette plateforme à aller derrière tout ce qu'il y avait de mesures de sécurité. C'est un peu programmé indirectement, bien sûr, par les dirigeants, mais on ne pensait pas être en mesure de faire ça. Et au moment où on se rend compte qu'on a un peu perdu le contrôle, finalement, sur notre intelligence artificielle, on était là pour rendre des comptes devant le Sénat, au moment où on perd un peu le contrôle sur notre intelligence artificielle, on est là pour effectuer du lobbying parce que pour les compagnies d'intelligence artificielle, le gouvernement américain est en train de mettre fin donc à un processus d'examen volontaire auquel on souhaite que se soumettent donc les créateurs ou les détenteurs de l'intelligence artificielle. Donc, on va étudier leur dossier. L'échéance, c'est le 1er août. Et là, ils viennent, en se présentant, corriger finalement une erreur ou expliquer comment on a pu perdre le contrôle de l'intelligence artificielle. Et tout ça se fait, c'est là où je disais que j'aimais bien comment tu mets la table, tout ça se fait dans un contexte de rivalité ou de compétitivité avec la Chine. Donc, quelle va être l'attitude de l'administration Trump face à l'intelligence artificielle et quelle va être l'attitude du Congrès? Parce que ce que le Congrès exige de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir un délai de 30 jours pendant lequel on peut imposer sur le développement de l'intelligence artificielle qui aura fourni volontairement donc son plan de match. On veut mettre en place ce qu'on appelle une kill switch. C'est-à-dire, OK, on arrête tout ça. On ne veut pas des mesures de contrôle supplémentaires. Ouais. Ce qu'on veut, c'est arrêter le programme net frais de sec. Donc, ça, c'est la volonté du Congrès. Puis du côté de l'administration Trump, qui est très proche, c'est un fait, là, c'est pas un cancan, on est proche de Sam Altman et des géants de Silicon Valley ou des géants de l'intelligence artificielle. On est bien conscient qu'on est dans une lutte ou dans une rivalité avec la Chine, mais on ne peut pas faire semblant que la faille de sécurité ou que la perte de contrôle n'a jamais existé. Donc, je lisais au Québec ici ou au Canada, on regarde de très près, plusieurs d'entre nous, l'intelligence artificielle. Et la plupart des gens disent « on peut en perdre le contrôle ». J'écoutais Elon Musk hier encore en entrevue dire « il y a un potentiel extraordinaire, les gens ne pourraient plus travailler ». Donc, on pourrait avoir une société dans laquelle, c'est le rêve qu'il semblait entretenir, dans lequel les gens n'auraient plus à travailler. L'intelligence artificielle nous ferait ça. Mais il a dû convenir qu'il y avait ce risque de perdre le contrôle. Et c'est exactement le motif principal, je pense, pour lequel interviennent Altman et Huang dans leur représentation à la fois au Congrès et à la Maison-Blanche. Et il y a évidemment un peu de conflit d'intérêts dans tout ça. Rappelons que l'administration Trump avait pris une participation de 10% dans Intel à un moment donné. Et Sam Altman a fait flotter la possibilité, parce que OpenAI veut éventuellement être introduite en bourse le plus tard cette année, avait flotté la possibilité que le gouvernement américain, là aussi, prenne une participation. Donc, on serait à la fois juge et partie, ce qui est quand même un peu particulier. Voilà. Ouais.
Et je ne voudrais surtout pas sous-estimer la présence de Zelensky ou atténuer la portée de la présence de Zelensky et Netanyahou, mais on aurait tort de négliger Scaltman, Wang ou l'administration Trump. Les élus américains vont se dire ou ce qui va ressortir de ces discussions-là, parce qu'on le sait, c'est le 21e siècle. Un des grands défis, avantages, menaces ou craintes, l'intelligence artificielle, son développement et son contrôle. Il y a Robert là, qui nous dit que dans le dossier des missiles Patriot, toute nouvelle qui augmente les risques de dérapage, de poursuite ou d'élargissement des guerres risque de mener à plus de morts de civils, plus de morts de jeunes soldats au front, alors que les politiciens, eux, dans leur bureau ovale, regardent ça presque de manière statistique. Bref, un bon point. Je voulais t'entendre en 2 minutes, Luc. Je sais qu'on s'aime beaucoup et qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais très rapidement, il y a cette histoire du Wall Street Journal qui dit que Donald Trump mettrait la pression à Robert F. Kennedy Jr. pour accélérer la non-vaccination des enfants sous toujours cette espèce de prétexte un peu délirant que les vaccins causent l'autisme. Je t'avoue que là, que RFK fasse son truc un peu déconnecté dans son coin, c'est une chose, mais que ce soit tout le poids de l'administration qui pousse dans cette direction fort peu recommandable, les bras m'en tombent quand même quand j'entends ça. Regardons ça sous l'angle politique. Il y a 2 ou 3 choses qu'on peut ressortir même très rapidement. Dans un premier cas, RFK s'était plié à la demande de conseillers de Donald Trump, littéralement, ce ne sont pas mes mots, de se l'affirmer sur la question des vaccins jusqu'aux élections de mi-mandat. Donc, ça veut dire qu'il y a à l'interne une friction ou un écart, donc on ne s'entend pas sur le message, entre les conseillers du président et le président lui-même. Et je répète, RFK Jr. respectait la consigne, il ne parlait plus de cette fameuse vaccination, surtout celle chez les enfants, parce qu'il faisait, lui, ce lien avec le développement de l'autisme. Pourquoi le président Trump aurait-il insisté autant ou pourquoi aurait-il, s'il était auparavant d'accord avec ses conseillers, changé son fusil d'épaule? Moi, j'y vois un lien qu'il me reste à démontrer, mais un lien avec les sondages dont on a discuté il n'y a pas longtemps. Les républicains sont en baisse et la mobilisation inquiète chez les républicains. On s'inquiète de la participation d'un électeur sur 5 chez les républicains. On parle de gens normalement convaincus. Et comme on sait que la vaccination, c'est un thème qui est populaire chez une partie, au sein d'une partie de la base électorale de Donald Trump, est-ce que ce ne serait pas un changement de cap ou un revirement pour le président qui a décidé de galvaniser ses troupes, de leur rappeler pourquoi ils l'ont élu ou pourquoi il est censé porter certains messages? Moi, je vois un peu ou je lis un peu ça dans la réaction de Donald Trump sur la question des vaccins. Je t'avoue, moi, j'ai des amis des deux côtés de la ligne de démarcation politique et j'ai beaucoup d'empathie pour ces républicains qui sont pro-science, qui sont, je sais pas, un peu dans... Je sais pas comment les décrire sans être méprisant, mais tu sais, c'est quand même paradoxal que le côté droite de l'échiquier politique américain soit devenu un peu le parti du n'importe quoi. Puis encore une fois, je suis découragé qu'on doive encore avoir ces conversations-là. Pour des raisons bassement électoralistes, bon, qu'on peut comprendre, mais c'est quoi la proportion des gens qui pensent encore que les vaccins causent l'autisme et qu'il faut arrêter de vacciner les gamins? Il y a des gens qui meurent de la rougeole. Je veux dire, c'est quand même... C'est la raison pour laquelle j'explique tellement souvent que c'est même pas une question d'idéologie quand on réagit. En classe, je me souviens très bien d'avoir joué, dépendamment des groupes devant lesquels j'étais, quand tu parles d'amis des deux côtés de la ligne de démarcation, le gauche-droite ou républicain-démocrate, j'étais capable d'être l'avocat républicain ou l'avocat démocrate sans aucun problème. Parce qu'on avait un argumentaire, il y avait une logique et généralement, on s'entend sur la science. Avec des faits, oui, exact. Ben voilà. Mais à partir du moment où je dois argumenter dans le vide, ben là, ça ne devient qu'un spin politique. Mais c'est beaucoup plus difficile à porter ou à expliquer si on s'éloigne des faits ou que ce sont encore littéralement des faits alternatifs. Luc Laliberté, merci et à demain. Une bonne fin de journée.